Salut mon pote, aujourd'hui on va pas parler de TypeScript ou de JavaScript ou de web, on va essayer de se frotter à un truc d'un peu différent, un truc qui pique un peu plus, donc si t'es curieux et que t'as envie de te challenger, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Roulez! Si c'est la première fois que t'arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis software engineer dans une boîte qui s'appelle Payfit. À côté de ça, je fais des vidéos, je fais de l'open source et un peu de freelancing quand il me reste du temps, c'est-à-dire pas très souvent. Et sur cette chaîne, je te raconte mon aventure dans la programmation. Dans le format du jour qui s'appelle Let Me Hack Better, je vais rencontrer un expert qui va devenir mon mentor le temps d'une session de pair programming. Le mentor du jour, il s'appelle Djibril, je vais le laisser se présenter dans la vidéo, je vais le laisser parler de ce qu'on va faire. Je suis juste obligé de vous spoiler un petit peu. Si vous voulez pouvoir suivre du coup cette session en même temps que nous, il vous faut votre éditeur de texte favori. Il faut que vous ayez installé... Je suis obligé de le dire. Il faut que vous ayez installé Rust sur votre machine, avec tout le tooling qui va avec, donc Cargo, etc. Et normalement, on va vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez faire l'install de votre côté. Comme d'habitude, vous connaissez la formule, une verveine, deux madeleines, on respire un grand coup, et c'est tout de suite. Alors bonjour à tous, et dans l'épisode du coup d'aujourd'hui, on reçoit Djibril. Bonjour. Pour faire quelque chose d'assez particulier qu'on fait pas trop sur la chaîne d'habitude. On va changer de langage, et je vais laisser à la fois Djibril se présenter, et puis peut-être introduire un peu le sujet. Puis je vous parlerai après de notre rencontre, Djibril et moi, et de pourquoi je voulais l'inviter. Donc Djibril, vas-y, présente-toi. Donc je suis Djibril Safi, je suis ingénieur et je fais principalement de la programmation système, donc de l'embedded pour des systèmes d'exploitation et compilateurs. Et je fais du Rust, qui est le langage dont on va parler aujourd'hui, depuis 2015, c'est-à-dire depuis la sortie de la version 1.0. Et je me suis un peu spécialisé là-dedans. Là, je viens de me lancer en freelance à mon compte. Et ce que j'ai fait le plus récemment, c'est l'environnement de développement Rust pour une boîte qui fait de l'embedded, donc en OST. Et donc, ce dont on va parler, c'est introduire un petit peu le langage et les features, mais je te laisse parler plus de ça en détail, Tony. Yes. Bon, en fait, moi, j'ai rencontré Djibril dans mon boulot actuel chez Payfit. Voilà, on travaille dans la même team Jetlang Platform, qui est un peu la low-code plateforme interne à la boîte pour tous les spécialistes de la paye qui codent l'application Payfit. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Djibril, qu'on a pas mal échangé au niveau des langages, des paradigmes, de la compilation, théorie des langages, etc. Moi, je suis assez néophyte de tout ça, et du coup, j'ai été chercher pas mal d'infos chez Djibril, qui lui a quelques connaissances sur ça. Et je crois que c'était il y a à peu près 3 semaines, même pas, on discutait avec Djib du coup sur Discord, et puis on a parlé des vidéos, et puis de Rust, et puis on s'est dit bah, ce serait bien de faire une vidéo ensemble. Donc moi j'ai fait un peu de Rust du coup en perso, mais quasi jamais en pro, et puis là ça va faire peut-être 5 ou 6 mois que j'y ai pas touché. Donc je pense que c'était bien de partager un petit peu ce langage que moi j'ai trouvé très chouette, que toi aussi t'as trouvé très chouette, que t'en fais dans ton boulot. C'est ça, et puis c'est de plus en plus à la mode en ce moment, alors tant qu'à faire. Ouais, il y a une espèce de... Ouais, c'est vrai qu'il y a une espèce de hype autour de ça, donc ouais, bah autant en parler, et puis autant faire que tout le monde puisse avoir accès à ça, quoi. Microsoft. Ouais, exact. Donc aujourd'hui, on va partir d'un projet Rust basique, et puis Jib va nous proposer des exercices. L'idée, c'est... alors on parle souvent de Rust pour le borrow checker, et parce que c'est un petit peu difficile à apprendre pour les néophytes, justement. Et l'une des structures de données qui sont les plus simples, mais qui est un petit peu technique à faire en Rust, c'est la liste chaînée. Et donc on va se baser sur une série d'exercices qui existent justement pour apprendre le langage, et où on va développer une liste chaînée, mais une bonne liste chaînée, de bonne qualité, avec une interface sympa et tout, mais en Rust. Cool. Et donc avec tous les bénéfices du langage. Nice. Okay. Donc bah, je te laisse créer le projet du coup. Yes. Alors de mémoire, je sais qu'on avait un CLI pour les paquets dans Rust qui s'appelle Cargo. C'est ça, donc c'est Cargo. Honnêtement, c'est peut-être l'un des plus gros avantages de Rust, c'est le tooling qui est vraiment bien fait par rapport à d'autres langages. Enfin, en tout cas, au langage dans la même niche, que ce soit C++ ou C, il y a le tooling qu'il faut, on se débrouille, mais c'est beaucoup moins simple et pratique à utiliser que Cargo, donc, qui est plus proche des package managers modernes.
Donc vas-y, hein, c'est cargo new normalement, mais alors... Ouais, je crois que comme on était dans le projet, on va voir ce que ça donne. Il te demande le pass. Du coup, le following pass. Donc c'est peut-être ça en fait. Non. Ah bah oui, il existe déjà. Cargo il init. veut créer un nouveau dossier, mais tu peux créer un nouveau dossier. Paf. Voilà, sinon voilà, c'est ça, cargo init. Et donc du coup, ça crée un petit projet. Voilà, ça crée ton binaire. Alors la manière dont ça marche, moi j'aime bien justement, tu as un seul fichier qui gère à peu près toute la config qui est cargo.toml. Je vais te le montrer, hein. C'est super simple, hein, c'est toml, voilà. Ça ressemble au package.json avec lesquels les développeurs JS sont familiers. Et donc notre premier Hello World. Hello World. Alors j'imagine que pour compiler, ça va être un coup de cargo build. Alors, tu as plusieurs commandes, parce qu'il faut dire que Rust, comme il fait beaucoup d'analyse statique, le compiler peut être assez lent sur des gros projets. Donc tu as une commande qui s'appelle cargo check, qui va juste passer les premiers checks et qui va pas faire la génération de code, du coup qui est plus rapide. Mais sinon, tu peux faire cargo build et il va tout sortir, tes artefacts et tout. Et il y a cargo run aussi si tu veux exécuter ton exécutable. Donc là, il va build, et du coup, il a rajouté un dossier target, on le voit dans l'arborescence, qui va contenir... c'est ça, il y a tous les artefacts de build. T'as cargo clean aussi pour supprimer tout ça. D'accord, ok. Donc là, il faut que je fasse un coup de cargo run. Et boum, on a notre Hello World des familles. Allez. Mais je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de vrai, ouais. Yes. Du coup, tu as parlé d'une liste chaînée. Donc c'est ça. Alors, on va commencer par une liste un peu naïve, comme on ferait dans un langage fonctionnel un petit peu plus classique. Donc, mettons, comme en Lisp ou en Haskell. Ouais. Je t'envoie ça. Donc vous, n'hésitez pas de votre côté à prendre votre VS Code et faire les mêmes commandes que nous, jouer avec ça. Avec le langage un petit peu, oui. Et puis avoir d'autres erreurs que nous, parce que vous allez sûrement faire des erreurs différentes. Yes. Et pas hésiter à les partager dans les commentaires. S'il y en a des un peu tricky, on pourra peut-être regarder. Donc je vais copier-coller ce que tu m'as envoyé. Voilà, bon, donc c'est la liste la plus classique qu'on puisse faire. C'est celle qu'il y a en Lisp, c'est avec char et coder. Donc c'est soit la fin de ma liste, soit un élément et la suite de la liste. Ok, donc là il n'est pas content. Voilà, alors il n'est pas content parce que ça, c'est un type récursif. Et en Rust, alors il y a des langages où c'est autorisé, hein, justement, le langage fonctionnel, il y en a où on a le droit. Mais en Rust, on n'a pas le droit parce que, en fait, on veut connaître la taille des types. Et ça, c'est un type de taille infinie, donc le compilateur, il n'aime pas. Ok. Ce qu'on peut faire, et alors, c'est là qu'on va peut-être parler un petit peu de la gestion de la mémoire en Rust, c'est que ça, tout va être sur le stack, mais on peut mettre un pointeur vers la heap pour casser la récursion. Donc si par exemple tu mets le list à l'intérieur d'un box, box c'est le type qui permet de créer un pointeur vers le heap pour un type donné. Alors, un box de liste, c'est un pointeur vers une liste qui est sur la heap. Et donc là, Rust content. Et voilà, c'est plus récursif, donc c'est bon. D'accord. Bon, et du coup, il y a un hit de performance, évidemment, puisqu'on va faire une déréférence d'un pointeur à chaque fois qu'on voudra y accéder. Ok. Mais dans le contexte d'un langage comme Rust, est-ce que ça pose un problème? Non, j'imagine que non. Alors, là, on commence par la version naïve, hein, évidemment, donc on va améliorer ça au fur et à mesure. Ok. Donc, ça, c'est pas mal, mais déjà, on a un nœud qui sert à rien, qui est empty, hein, finalement, qui est un nœud entier, hein, puisque le type, il fait une certaine taille. Donc, un list qui contient empty, il fait la taille entière d'un list. Donc, c'est pas génial, parce que, bon, là, on a juste un entier dans notre liste, mais ça pourrait être un type énorme, et là, du coup, on aurait un type énorme supplémentaire juste pour stocker un empty, c'est un peu... Ouais, c'est-à-dire que tu veux dire que mauvais. Qu'on mette quelque chose dedans ou pas, à partir du moment où on crée liste, s'il y a empty, il va potentiellement créer la liste comme si derrière il y avait la grosse structure potentiellement. Là c'est un int, mais si c'est un gros objet. Voilà. Mettons que notre int est plutôt que 32 bits, il en fasse, je sais pas, 3 mégaoctets. Si je veux stocker une liste de 3 éléments qui font 3 mégaoctets, je vais avoir un élément supplémentaire qui sera le empty qui dit que la liste est terminée et qui fera lui aussi 3 mégaoctets. Ouais. Pas génial. Ouais, ok. Faudrait peut-être éviter ça. Et en plus de ça, on a un layout qui n'est pas uniforme. C'est-à-dire que là,
il y a une partie de la liste, le premier élément, qui va être stocké sur le stack et pas sur le heap. Et ça, le élément le premier i32, tu veux dire? C'est ça, le tout premier list LM, il va être stocké sur le stack parce que c'est ça qu'on va manipuler, on aura une liste directement, et donc il y en aura un qui sera sur le heap, un qui sera sur le stack, et tout le reste qui sera sur le heap avec un élément supplémentaire. Avec les références, ok. C'est pas génial pour ça non plus. Par contre, si on avait quelque chose qui nous permet de dire que qu'on a soit empty, soit quelque chose qui contient un pointeur non nul, le compilateur Rust il est suffisamment malin pour traduire ça en juste un pointeur, puisque on aurait l'espace entier des valeurs que peut contenir un pointeur qui pourrait représenter une liste. Et donc un meilleur layout, tu sépares ton nœud dans une autre structure. Ok. Et donc là, on a... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un coup de formateur possible sur Rust? Alors, oui, il y a un cargo outil de format qui s'appelle Rust FMT, si je me souviens bien. Ok. Et qui marche très bien avec VS Code. Alors, si tu l'as installé, tu peux même faire cargo format et il va te formater tous tes fichiers automatiquement. Ok. Je crois que je l'avais. Tu l'as peut-être pas installé. Ah, FMT, pardon. Ah, c'est pas grave. Pack. Et paf. Et paf. Donc là, il nous dit private node. Ah oui, parce que ta liste est publique, mais il y a un des sous-types que tu utilises pour exprimer ta liste qui lui est pas public, donc il faut le rendre public aussi, sinon tu ne pourrais pas créer ta liste, quoi. C'est pas génial. Donc là, ce que tu as fait pour le résumer, c'est que tu as créé un nouveau struct qui représente un node. Et donc soit ta liste ne contient rien, soit elle contient un node, ok, qui a un pointeur qui va contenir l'élément et une autre liste. Et tu as mis ça dans un more. C'est ça, oui, non, mais là c'est juste un nom particulier, hein, ça aurait pu être LM. Ok. Ok. Donc on va peut-être commencer à l'implémenter cette liste, parce que pour l'instant on a le type, mais ça sert pas à grand chose, donc oui, c'est ça, c'est impl. Pour faire les implémentations des... Donc du coup là ce qu'on fait, alors on l'a peut-être pas dit au début, mais en gros là on a fait une petite structure. On a fait un list, un enum, donc ça c'est, je pense, ceux qu'on fait du C, les structs, ils doivent savoir. Alors les enums en Rust sont un peu particuliers, parce que c'est pas comme en C où un enum c'est juste un entier, ou dans certains autres langages ça peut être une chaîne aussi, mais ça représente juste, c'est des noms pour des valeurs d'un entier. En Rust c'est pas pareil. En Rust un enum c'est plus comme un type algébrique en OCaml, ou en SQL, ou quelque chose comme ça. Yes. Ok. Et donc nous, ce qu'on va implémenter, ici, ça va être une méthode qui va nous permettre de créer notre liste, j'imagine. C'est ça, voilà, un constructeur, typiquement. Même si le constructeur en Rust, c'est pas une fonction qui est particulière ou qui a un sens particulier, mais c'est d'usage que le constructeur, on l'appelle new. Ok. Donc voilà, là tu auras pub fn. Et j'imagine, si je me rappelle bien en Rust, le type de retour c'est comme ça, et nous ce qu'on va retourner c'est une liste. Alors tu pourrais faire une liste seulement en Rust, justement, à l'intérieur des impl, il y a un keyword qui est bien pratique, et on va voir par la suite que c'est utile, c'est self, avec une majuscule, et qui représente le type de soi-même. Ok. Et qu'on peut aussi même utiliser pour déclarer directement la struct, donc tu peux faire self avec les accolades. Pour le résultat, voilà. Ah, pas besoin de points. C'est juste self avec des accolades et après tu mets... Et tu mets ce que tu veux dedans. Et donc là, ce qu'on veut mettre, c'est empty, c'est ça? Bah oui. Alors, je sais plus, ouais. Est-ce que c'est dans l'ordre où il y a une... non, juste self, empty, sans les accolades autour, ça devrait suffire. Ah oui, d'accord. Et effectivement, un truc en Rust, c'est que à partir du moment où tu mets un point colonne, semi-colonne, c'est que c'est pas la valeur de retour, il attend qu'il y ait quelque chose après. Et oui, effectivement. Alors toutes les expressions, elles renvoient leur propre valeur. Et quand on met un point virgule, ça veut dire on exécute. C'est comme en OCaml, ça veut dire qu'on exécute ça et on renvoie le type void, c'est-à-dire parenthèse. Yes. Ok. Donc là, on a moyen de créer du coup une liste.
Alors, c'est ça, on peut en créer une. Bah, tu peux même faire ça dans le main, hein, déjà, pour créer des listes. On va même pouvoir l'afficher si on se débrouille bien. Ok. J'ai hâte de voir comment ça va être. Liste new. Mais comme c'est empty. Voilà, alors, bon, pour l'instant, on n'a rien fait pour l'afficher correctement, par contre, et on n'a même pas les méthodes d'accès, donc c'est pas génial. Par contre, pour ça, on peut se servir de debug, qui est un trait qui va nous permettre d'afficher ça dans un mode de debug. Donc si tu reviens sur les types un petit peu plus haut. C'est dans la liste, du coup, qu'on va mettre voilà, alors, dans la liste, c'est ça, c'est... Je sais pas, attends, s'il y avait un... C'est ça, c'est... alors, je t'envoie la syntaxe. Ok, comme ça, je regarde. Voilà, c'est comme ça. Et alors, la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est que on pourrait même le faire à la main. Hein. Tu pourrais implémenter le trait debug toi-même pour la liste. Donc, ce serait implement debug for list. Voilà, c'est ça. Impl debug for list. Et il y aurait une méthode FMT, si je me souviens bien, à implémenter et où avec le système de stream, où pareil, voilà, tu vas parcourir ton objet. Voilà, tu représentes l'objet comme tu veux pour debug. Seulement, il se trouve que si tu as une enum ou un struct, ou enfin un type standard qui contient que des types qui eux-mêmes sont debug, il y a une méthode comme ça qui te permet de créer une représentation de debug automatiquement, et c'est ça. Et là, par exemple, il n'est pas content parce que tu n'as pas que des types qui implémentent debug. Mais ça tombe bien parce qu'on peut aussi, comme Node c'est un type à nous, on peut aussi mettre des Rive debug dessus. Et comme ça, il l'implémentera et on aura ce qu'on veut. Pas ce qu'on entend. Et du coup, là, l'idée, ce sera de dire que tu fais un liste. Donc c'est println. C'est println de la liste, c'est ça? Non, justement. C'est ça qui est pas mal, c'est que tu peux faire println et à l'intérieur de ton println, tu peux mettre ceci. Non, je crois l'avoir déjà fait, ce truc-là, en plus. Sans doute, oui, bah, c'est assez courant. En fait, c'est un petit peu comme format en Python, par exemple. Donc, quand tu mets deux accolades, ça va utiliser le trait display, que pareil, tu peux implémenter pour tes types et tout, mais qui n'a pas d'implémentation par défaut. Okay. Et debug, c'est quand tu mets des accolades avec deux points d'interrogation entre les deux. Et là, normalement, si tu fais cargo run, on devrait voir quelque chose. Un petit. Et voilà, bon, donc c'est bien. Une liste vide avec juste un petit. Nice. Donc, mais c'est un peu triste une liste avec rien dedans, donc là c'est peut-être le moment d'implémenter push. En Rust, il faut toujours mettre un, comment ça s'appelle, enfin le mot pub si tu veux pouvoir utiliser. Ah oui, c'est ça. Dans l'imp de ta liste. T'es pas obligé de mettre pub, mais c'est-à-dire que si tu mets pas pub, ce sera une méthode ou une fonction, mais privée, qui ne pourra pas être utilisée ailleurs que dans ton type. Ok, nice. Du coup, là, ce que va prendre mon push, j'imagine que c'est soit un itran. Il se trouve que push, c'est une méthode, donc il te faut un type list, et alors c'est peut-être le moment de parler un petit peu justement de ça, des règles d'emprunt. Là, ce que tu vas mettre, c'est push, il va changer la valeur de ta liste, on est d'accord? Oui. Donc tu vas mettre emut self parce que alors en Rust un type il peut censément être dans trois catégories, soit c'est le type même et là ce serait juste self. Okay. Si c'était juste self, en fait ce serait un move, c'est-à-dire que je prends le type et j'en garde la propriété, on me donne le type self et après c'est à moi de le détruire, c'est moi qui possède ce type là. Si on peut aussi me passer une référence avec j'espère Luette, d'ailleurs que tu as oublié là avant le mute. Emut, oui. Ça. S'il y avait juste et self, ce serait une référence, mais du coup une référence immutable, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de modifier l'objet. Et emut, c'est une référence mutable, donc on me passe une référence et j'ai le droit de modifier l'objet vers lequel pointe cette référence. Okay. Il y a des règles pour ça qui sont importantes, et c'est au cœur de comment fonctionne Rust. Un objet, il ne peut posséder en même temps que soit plusieurs références immutables, soit une seule référence mutable, mais pas les deux en même temps. D'accord. Et ça permet d'éviter les race conditions et tout plein de trucs. Notamment, ça permet de passer les types comme ça à travers des threads sans avoir trop peur, parce qu'il y a des garanties fortes qui y sont associées. Mais en l'occurrence, on a juste besoin de emut self là normalement, et puis peut-être pas juste ça, hein, parce que ton push,
Bah non, justement. En fait, Alors, si on la modifie, si tu renvoies pas de liste, tu prends juste, vu que c'est toi-même que tu vas modifier. Par contre, si tu veux push, il faut que tu pushes un élément. Ouais. Ok. Donc là, on avait dit que c'était un I32, c'est ça? Ouais. Donc I32, un entier sur 32.8 signé. Sinon, ce serait U32 pour unsign. Mais là, c'est bon. Voilà, okay. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans un push? Dans un push, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre on va trouver le dernier élément de la liste et on va rajouter à celui-ci un nouvel élément et avec un ex qui pointe vers... Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour notre liste chaînée ici, ce qu'on va faire, c'est implémenter l'interface d'un stack. Donc, comme ça nous simplifiera un petit peu la vie. Donc, on ne va pas aller chercher le dernier élément, on va juste se contenter de push directement une valeur, et comme ça. Donc, on la push au début? C'est ça. Ok. Donc, ce qui veut dire... qu'est-ce que tu peux avoir au début de ta liste? Tu peux avoir soit rien, soit quelque chose. Soit rien, soit quelque chose. Et donc là, tu peux te servir de la syntaxe que j'aime bien en Rust, c'est match. Bah oui. C'est un match with? Non, c'est juste match. Match self et ensuite accolade. Donc c'est soit ici on aura... Et là, tu peux mettre des patterns, donc soit empty, et donc c'est une double flèche cette fois-ci. Ok. Donc égal... yes. Hein, comme ça. Et là, tu peux mettre un bloc qui va renvoyer une valeur. Hein. Alors, en l'occurrence, qui ne renverra pas de valeur puisque tu vas faire un push, mais il faudra que tu modifies self dedans. Et sinon, ça peut être quoi d'autre? Sinon, ça peut être mort. Donc, notre mort, il prenait des valeurs, il prenait un node. Il n'y a pas besoin de mettre le type. Hein, du coup, c'est... Ah bon? Non. C'est une valeur comme ça? Non, c'est ça. C'est une déclaration de variable, en fait. Tu vas mettre V comme ça, voilà. Yes. Ok. C'est une sorte de virgule ou non? Non. Je suis pas content. Cannot find struct or tube variant mort in this scope. Ah oui, remonte. Oui, c'est self. Faut que tu mettes self de point avant. Ah d'accord. Et pour empty aussi? Il est mort. Ouais. Je sais pas pourquoi empty il a pas crié. Nice. Cool. Donc si j'ai rien. Si j'ai rien, je vais créer un node qui aura en élément la valeur. Et ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est un node qui aura en élément la valeur et ce node, son node suivant, ce sera rien du coup. Ouais, on va faire ça. Node. Ça va être node. Donc c'est. Alors je sais plus si on doit écrire comme un objet, j'ai un peu perdu là. Alors oui, c'est ça, tu peux l'écrire comme ça là, avec les accolades. Et tu element. Et du coup en next, j'aurais self empty, j'imagine. Chose comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton node du coup? Parce que... C'était ça qui me bloquait justement. Et une fois que j'ai mon node, ma liste avant elle avait un empty. Alors en vérité, ce qu'il faudrait, c'est que ce node devienne la liste courante, on est d'accord? Ouais. Donc il faudrait il faut juste le retourner. Alors soit le retourner, mais du coup, ce serait pas vraiment un push parce que. J'ai compris, je crois. Je me dis si je me trompe. Non, ça marche pas ça. Non, c'est pas ça. Okay. Non, ce qu'il faudrait, c'est que self, et je parle du self avec un petit s, devienne la valeur de ton node. Donc tu peux juste faire, comme self c'est une référence, voilà, tu peux juste faire une assignation. Seulement tu vas voir, ça va être un problème après pour quand tu vas vouloir le faire avec mort. Mais il y a une solution plus simple. Alors, là qu'est-ce qu'il me dit? Mismatch types.
expected list found strict node. Et oui, Ouais, voilà, c'est un node alors que moi c'est une liste. c'est ça. Et Tu ma liste- as créé un nouveau nœud, mais ce qu'il te faut, c'est une liste qui contient. un nouveau node. Donc il faut que je fasse un new de la liste, que je lui passe ma valeur et que ce soit ça que je retourne. Que je mette à la place de self. En gros, Si tu crées un new, si tu fais un new, là, tu vas te retrouver avec une liste vide. Il faut que tu la crées littéralement, en fait. il faut que je fasse un self mort, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça marcherait pas. Non plus. Qu'est-ce que j'ai droppé? Ah. Pourtant, Oui, alors ça, c'est important parce qu'en fait, là, tu es en train d'assigner à une référence et pas directement à ce sur quoi elle pointe. Donc, il faut que tu mettes une étoile devant ton self pour déréférencer, comme avec un pointeur en C. Non, avant prends celui-ci. Voilà, celui-là, oui. Et c'est vrai que c'est pas très Et clair. là, le node, il Voilà. doit pas être bon. Et là, oui, dans ton node, il faut un box. Donc, il faut que tu fasses un box 2.2.new de ton node. Pour que ce soit un box de node et pas juste un node. D'accord. C'est assez logique en fait. Pointeur, en fait. C'est assez logique. Donc pour Voilà. résumer, on a créé un nœud. Et comme on était dans un cas où il n'y avait rien dans notre liste, on a juste, plutôt que de mettre un empty, on a mis un more qui est le deuxième type, la deuxième possibilité, dans lequel on a mis notre nœud. On n'a pas oublié de le rappeler dans un box, parce que c'est bien un pointeur qu'on en attend, vu qu'elle est récursive et pas sa valeur. Est-ce que j'ai bien résumé? Je pense, oui. Ok. Et donc maintenant, on va être dans le deuxième cas, où cette fois-ci, j'ai une value, donc il va falloir aussi que je crée un node. Mais on est non. d'accord que qu'est-ce que ça va changer là ici? Que ce soit un more ou un empty? Pas grand chose. Tu vas juste le mettre en next dans ton node. Donc t'as pas besoin du match en vérité. Attends, mais si je fais ça et que j'ai déjà une valeur... Ah bah oui. Si, parce que ça change, du coup, je suis plus en self-empty, mais je suis en... Oui, voilà, mais sauf que tu connais pas la valeur du more à l'avance. Et c'est là que tu vas avoir besoin d'une fonction que je vais te donner qui s'appelle... Est-ce que tu peux accéder à la documentation là peut-être pour montrer? Je crois que je peux faire ça. Mieux. Voilà, la voici. Oh là là, ça c'est beau ça. Donc, même Ça c'est de la replace. lib standard. Memory, j'imagine. Replace. Move SRC into the reference destination, returning the previous test value. Donc, si on a un exemple, j'ai un vecteur mutable avec des int dedans. Je l'initialise avec 2 int. Ça c'est la macro pour dire je crée un vecteur de mémoire. C'est ça. Et donc l'ancienne value, c'est je fais un même replace. Ah d'accord. Donc en gros, ça me permet d'assigner une nouvelle valeur C'est à ça. V, mais en gardant dans cette nouvelle assignation mon ancienne valeur. C'est ça. Yes, c'est trop cool. Et ça permet de de move cette valeur à l'intérieur et donc de conserver, de faire en sorte que le borrow checker soit content. Tu vas voir, parce que Ok. si on le fait pas, il va râler. Ok. Si on revient sur notre. Je vais revenir 2 secondes. Hop. Ce sera coupé au montage. Voilà. Ok. Donc là. Bon, et pour l'application de ce truc-là ici. Alors, ce que tu peux peut-être faire, c'est créer ton node avec un empty derrière et ensuite swapper la valeur courante de la liste à l'intérieur du node. Ouais. Voilà, et donc là, dans node.next, t'as un empty, et Ouais. self, il vaut une certaine valeur. Et toi, ce que tu veux, c'est que la valeur de self soit dans next. On est d'accord. Donc la valeur de self soit dans next. Du coup, plutôt que de faire ça comme un... Non, mais ça, on va le garder, c'est pour la suite. C'est parce qu'après, tu veux quand même créer ton truc.
Mais plutôt que ce soit un petit, alors du coup, ce que tu peux utiliser, c'est... on n'a pas vraiment besoin de l'ancienne valeur, donc tu peux faire un replace. Mais il y aurait un swap si tu voulais garder un petit, parce que tu veux garder cette valeur-là. Du coup, vas-y, tu peux faire un std même replace. Il te faut une référence mutable vers le node. Non, mais pas ici. Non, c'est d'abord tu crées le node avec le empty dedans. Et ensuite, on va prendre la valeur courante de self et l'écraser sur node.next. Et du coup, il faut que ton node il soit mutable. D'accord. Donc je crée mon node, on va aller chercher la valeur d'avant dans next, et ensuite on va remodifier le node. Et après, il sera écrasé ensuite ici. Exactement. Ok. La gymnastique n'est pas forcément évidente pour moi, mais je crois commencer à voir. Donc là, je vais avoir... Tu vas voir, c'est plus clair une fois que c'est écrit. Ouais. Je vais avoir un truc genre pref value est égal à std même replace. Oh là, cette autocomplétion. C'est pas beau. Ça. Donc, il te faut la destination, et donc ça va être une référence mutable vers ton node. Et la source, c'est la valeur d'avant. Donc ça va être... Et la source, ça va être self. C'est pas ça? Non, parce que ça, c'est pour déréférencer la référence. Toi, ce que tu veux ici, c'est créer une référence, donc ce sera emut node. Ok, comme on avait le cas dans la méthode de la fonction, en fait, de push. Et ma source, c'est self. Pas self, du coup, parce que ce que tu veux éditer, c'est ton node. C'est pas self. Self, après, tu vas l'écraser avec une nouvelle valeur. Toi, ce que tu veux, c'est prendre la valeur courante de self et la mettre dans node.next. Donc ce serait self. Donc ce que tu vas modifier, c'est node. Ce sera emut de node. Et c'est self que tu vas mettre ici. Ouais. Emut de node. J'ai l'impression de faire l'inverse en fait. Non, c'est dans l'autre sens justement. C'est emut node et self. Okay. C'est ce que je voulais faire en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse. Okay. Et non, il n'y a pas besoin que ce soit une référence mutable. Le self, c'est déjà une référence mutable. Une référence mutable. Et donc là, il me dit... Je vais pas lire les erreurs de Rust parce que c'est toujours ultra explicite. Alors... Expect extract note found. Alors déjà, il te faudrait un point virgule à la fin, mais bon. Ça c'est pas bien. Ça, je mérite... Ok, alors attends. Ah bah oui. Oui, parce que... autant pour moi, en fait, t'avais quand même besoin du match. Parce qu'en fait, ce que tu voulais swapper, c'est le node qui est à l'intérieur du self. Non, mais c'est pas grave. Okay. Tu peux juste copier cette ligne-là. Et faire des CTRL-Z. Et voilà. Ok, cool. Donc... Alors, c'est pas exactement self que tu veux, du coup, c'est le node qui est à l'intérieur de self, donc c'est V, en fait. Ok, mais il n'est pas content parce que là c'est la value et moi... Attends, je regarde ce qu'il me dit en erreur. Expect extract node, fond mutable référence, std boxed de node. Ah, il faut déréférencer du coup pour le coup là. Alors, attendez, il veut un node et ce qu'il a trouvé c'est une référence mutable vers un box. Ouais. Oui, bah oui, il faut déréférencer, effectivement. Peut-être une deuxième fois, parce que pour le box aussi. Ah, c'est possible de faire ça comme ça? Oui, c'est possible. Mais là, il est pas content, parce que le node n'est pas mutable. Ah oui, c'était l'ancienne version. Et net, c'est pas possible, ça n'existe pas. Hein. Encore. Et là, je n'es toujours pas content avec mon V. Voilà, et là, c'est autre chose. Ah, il n'y a pas le copy? Faut aller rajouter le trait copy? Non. Alors, on se calme tout de suite. Je vais t'expliquer ce que c'est que le trait copy d'abord. Le trait copy, il est implémenté pour les types de base, comme par exemple i32, pour les entiers, et pour certains autres types. Et ce qui veut dire, c'est que plutôt que d'avoir le comportement par défaut en Rust, qui est que quand tu passes un type, il est move, ils sont copy. Donc ça veut dire que tu crées une nouvelle valeur et l'ancienne valeur reste là. Parce que notamment pour les entiers, en réalité, ça ne coûte qu'une seule instruction de faire cette copie et c'est mieux, la plupart du temps.
Donc non, on va pas implémenter le trait copie. Là, ce qu'il faut, c'est résoudre ce problème-là. Et bah, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, on fait un clone de V avant de lui passer, c'est ça? Alors, on pourrait cloner, mais normalement, c'est pas nécessaire, puisque... Et puis en plus, on n'est pas sûr que les types qui sont à l'intérieur de la liste, ils soient clonables. Donc non, il faut qu'on arrive à trouver... Il faut qu'on arrive à trouver une petite danse pour lui faire comprendre que ce qu'on veut, c'est prendre la valeur qui est dans V et la mettre à cet endroit-là. Tu peux remettre l'erreur, peut-être? Ouais. Oui, parce qu'en vérité, on ne possède pas le type V. C'est une référence. Bah, t'as peut-être pas besoin du replace, finalement. Peut-être que next, tu peux mettre V directement dedans. Peut-être. Là seulement, non, voilà, tu vas avoir le même problème, parce que c'est V et que... Tu veux dire que ton idée là en gros c'était de dire qu'à la place de next Non. tu mets V. En fait justement c'est ça, c'est ici que tu vas avoir besoin du replace. Parce que tu veux la référence vers la nouvelle valeur. Donc là tu peux faire un std même replace, ici. C'est drôle parce que c'était le premier truc que j'avais eu en tête tout à l'heure. Donc quoi les fois les... Et donc là on veut récupérer, donc c'est V. Le premier argument. Non, là, c'est la destination V. Donc, attends. La oui, source, c'est V. Oui. C'est V. Cette histoire de source et de destination, peut-être que je reviens vite fait dans la doc pour être sûr de bien comprendre. Ah oui, donc c'est V. Et donc c'est... En fait, replace que ça te fait... oui, ce sera V, mais peut-être pas... Lui, il veut une référence, donc normalement V tout seul, ça devrait le faire. Ouais, ça, là, ou alors c'est... Mais en fait, c'est pas V, c'est self. Ce qu'on veut mettre là-dedans... Ce qu'il faut, c'est la tête de liste. Donc c'est... Oui, bah, V, mais du coup, il faut pas qu'il soit boxé. Ouais, c'est pour ça que je mettais un seul truc. Parce que ça le déboxe le premier, j'imagine. Et le deuxième... Non, c'est pas ça. Bah non, parce qu'en fait, il fait déjà la déréférence de la... Ah, du coup, ça va être étoile, étoile, et ensuite, après, émute dessus. Waouh. Comme ça? Non, avant le émute. C'est tricky, là. Ok. Et ce que tu veux, en fait, c'est... Parce que ce que fait Replace, c'est qu'il te permet de voler une valeur depuis un borrow et en la remplaçant par une autre valeur. Mais ici, on s'en fiche puisqu'on va changer la valeur de self. Donc ça peut être n'importe quelle valeur, mais tu peux mettre self.empty par exemple. Enfin, $empty. Bon, et alors, évidemment, on s'est planté sur ces types-là. Alors... Oui, parce que lui, il veut une liste. Donc en réalité, c'est self. Juste self. Ah, juste self, vu que c'est déjà... Vu que c'est déjà une référence. Une référence, ok. Et là, c'est bon. Donc là, on a notre node qui est récupérée. Voilà, mais du coup, on a créé un node, mais il faut quand même qu'on crée ce qu'on a là. Donc là, j'ai un nouveau node qui a en next l'ancienne nouvelle valeur. Voilà. Mais on est d'accord que le code que tu as ici, il fait strictement la même chose que le code qu'il y a avant dans le match. Puisque tu remplaces empty par empty finalement. Oui. Donc finalement, dans le cas parce que dans ce cas-là, si j'avais cette ligne-là, la valeur c'était déjà empty. C'est ça. Donc, en gros, ça, on revient bien à ton idée de tout à l'heure de dire que on pouvait faire ça. Ouais, juste les deux lignes en fait. Voilà. Et il n'y a pas besoin que node soit mutable non plus. Non, parce que du coup on lui fait plus rien. C'est pour ça qu'il crie d'ailleurs. Bon, et voilà. Maintenant, ce serait peut-être pas mal de le tester. Ouais. Alors, tu veux qu'on écrive des tests en Rust directement? Alors, on va écrire des tests, c'est prévu par la suite, mais peut-être déjà essayer de pusher une valeur dans la liste et voir ce que ça donne. Ok. Une ou deux, histoire que...
List.push. 2, 3. 23. Et list.push de 34. 43, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, pour pouvoir push, il faut que ta liste soit mutable. D'accord. J'aurais même pas pensé. Bon, mais voilà, et on peut run pour voir ce que ça donne. Donc Ça là, m'a l'air bien. bah ouais, on a un premier élément qui est 43, qui est le dernier élément couché, donc vraiment comme une stack. Ensuite le next qui est à 23. Et donc si par exemple, pour une contrainte, si je pousse un 67, 67 ce sera la dernière valeur qui pointera avec un next à 43 qui pointera vers un nœud à 23. Voilà, j'ai 67, 43 et en ST 23. Bon, bah, très bien. Nice. Maintenant, c'est le moment de faire la fonction dual de push, hein, tu la connais, c'est pop. Donc là c'est pour popper le dernier élément pushé. Et alors là, tu vas avoir besoin d'un des types qui sont usuels en Rust, parce que pop, sur une liste vide, tu renvoies aucune valeur, on est d'accord. Pop sur une liste vide, oui. Toi, tu renvoies empty, non? Et donc, il te faut un type qui te permet de renvoyer soit une valeur, soit aucune valeur. Et alors, c'est courant dans les... Est-ce que ce serait pas le type result ou le type non, optionnel? result, c'est pour les erreurs. Non, ce qu'il faut, Okay. c'est effectivement Option. le type optionnel, c'est option. Ok. Qui du coup renvoie soit somme d'une valeur, soit none. Soit none. Ok. Avec aucune valeur. Donc j'ai bien emut de self. Oui, puisque tu vas Je modifier. vais encore bosser dessus. Je n'ai pas de valeur puisque je vais rien en faire. Par contre, ce que je retourne, c'est la valeur que je viens de popper, qui est du coup un optionnel. Il va soit du coup retourner un i32, soit quand c'est Ah rien. non, juste un i32, justement, c'est ça. Option, il ne prend qu'un seul paramètre. Ah oui, d'accord. Et du coup, ton option, il vaudra soit somme et un i32, soit none. Exactement. Donc ce sera un truc un peu comme ça, qui retournera soit quelque chose dedans, et Ah, mais none. t'inquiète, on va l'écrire. Hein. Ok. Du coup, il faut que j'aille récupérer l'élément courant, donc dans ma liste, le point element, quoi. C'est ça. Et que je fasse un pattern matching dessus, c'est ça? C'est peut-être le plus simple, oui. Bah, c'est de... J'essaie de dérouler, hein, l'élément courant, on est d'accord que c'est self. Ok. Bah, voilà, bah, là, tu peux faire le match de self, effectivement, puisqu'on va avoir une disjonction. Donc j'ai soit empty. Donc là, c'est Pas empty, facile. je sais pas, tu m'en veux pas. Et j'ai sinon si j'ai pas empty, c'est que j'ai mort. Oui, mais par contre, il va bien falloir mettre les selfs devant. Sinon, il va... Ouais, j'ai fait 2 fois la même erreur, désolé. Hop. Et donc là, effectivement, il me crie dessus. Bon, si c'est un petit, qu'est-ce que tu renvoies, du coup? Bah, je renvoie none. Et voilà. D'ailleurs, je voulais poser la question quand même. Ça aurait pas de sens d'avoir mis... dans ce cas-là, je repars sur Result, pas parce que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, faire le beau, mais ça vaudrait pas le coup que s'il y a quelque chose, tu renvoies un Result de i32, et s'il y avait rien, c'est une erreur de empty. Ça peut être une manière de le modéliser, effectivement, seulement quand on pop depuis une liste, c'est usuel que tu puisses te retrouver avec rien, donc c'est pas vraiment une erreur, mais tu pourrais tout à fait le gérer comme une erreur. D'accord. Et donc là, le résultat qu'on attend, c'est ça, mais bien évidemment, avant de retourner... Ah non, c'est pas V, parce que V, c'est un node, un node, on est d'accord, c'est pas un V, node. c'est V, point element, point LM. Et avant ça, bien sûr, faut vraiment le supprimer de la liste avant de le retourner, bien évidemment. Mais donc c'est V et V. Ah, tu peux le mettre dans un let, hein. Déjà pour avoir la valeur. Et ton let value, ça. LM, comme ça.
Un truc comme ça à quoi tu pensais? Oui, par exemple. Là, il est pas content. Oui, parce que non, mais c'est normal, c'est parce que là, t'as pas encore retourné de valeur. Donc, Ok, d'accord. Donc en gros, en imaginant que j'ai fait ma manipulation, ce qu'il attend, c'est ça. Voilà. Sauf que ici, j'ai de la logique métier à voilà, sauf que ta liste, là, elle est dans un état invalide. Exactement. Il faut que tu fasses des choses entre les deux. Exactement. Donc là, je vais vouloir... ce que je vais vouloir faire... Bah, en fait, tu veux que ta liste devienne ce qu'il y avait dans ton node, comme élément suivant, c'est ça? Exactement. Ce que je veux, c'est que le next.value .element par next.element devienne le nouvel élément de la liste. Ça. Mais du coup, que ta liste que tu as courante devienne, ça va être quoi? C'est v.next, c'est ça? C'est ça. Donc en gros... Bah voilà, il reste qu'à l'écrire. Toujours pareil, hein, il te manque une étoile devant ton self parce que self c'est une référence. Je vais déférencer pour pouvoir aller... Alors. Et voilà. Donc là, il move out of v.next parce que c'est une référence mutable. Et donc... Et pareil, ici, il faut que tu le voles. C'est 2 fois, du coup, encore ici? Attends, je préfère... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est que quand tu vas le... Comment dire? Ce que tu as, c'est une référence vers ta propre liste. Et du coup, il faut que tu sois capable de lui prendre la valeur qui est à l'intérieur du nœud pour pouvoir la remplacer par toi. Donc tu vas encore avoir besoin de replace. Et je vais en avoir besoin dans le self directement pour lui en fait, oui, c'est ça. Replace, il te permet de voler une valeur dans un borrow. Donc c'est ça, tu vas prendre la valeur qui est à l'intérieur du borrow vers V, parce que V il est borrow là. Mm-hmm. Et tu vas prendre la valeur du borrow de v.next et la remplacer par une autre valeur, et du coup ici ce sera probablement empty. Mais parce que tu t'en fiches, après V tu vas... une fois qu'elle est dégagée, elle est dégagée. Ok. Donc ici, je fais un peu de STD. C'est pas encore évident comment le replace. Je pense qu'à force de l'utiliser, ça sera un peu plus. Donc en destination, je veux... c'est vraiment pas clair pour ma destination. Alors non, en fait c'est... Parce que c'est pas vrai. Justement, c'est parce que ça inverse un petit peu la source et la destination pour toi. Ouais. Ce que tu veux, le premier argument, c'est la référence que tu vas voler ici. Donc c'est v.next. Ok, d'accord. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que tu vas remplacer quand tu vas le voler. La bonne analogie, et d'ailleurs celle qui est dans cet exercice, dans la source originale de cet exercice, c'est... t'as déjà vu Indiana Jones? Oui. Il y a une scène au début du premier film où il est dans une espèce de temple, je ne me souviens plus de quelle civilisation, et voilà, et il essaie de voler quelque chose. Et sauf que il y a une espèce de capteur pour le poids, et donc il essaie de le remplacer par quelque chose qui fait le même poids. Yes. Et ben c'est exactement ce que tu es en train de faire au borrow checker. Tu es en train de prendre la valeur de next et en même temps tu la remplaces par une valeur qui vaut le même poids parce que c'est le même type, pour que c'est bon, on n'a rien vu, la structure est toujours la même. Okay. Et donc là, ta valeur qui vaut le même poids, c'est self.empty. Et donc alors il n'est pas d'accord exactement parce que... c'est pas, faut déréférencer, c'est pas ça? Alors il veut une emut de liste, bah oui, tu peux juste mettre emut devant et normalement ça devrait marcher. Et ben voilà. Pour tester ça, je fais un pop. Et normalement, je devrais plus avoir de 67. Si on a bien fait les choses, c'est ça? Sûrement. On a bien fait les choses. Et ben voilà. Et ben justement, c'est le moment d'écrire des tests. Super. Donc on va pouvoir se servir du support de test par défaut de Rust, qui est plutôt pas mal. En vérité, tout ce que tu as à faire, c'est écrire une fonction à côté de main qu'on va appeler, je sais pas, test list. Alors, en vérité, on devrait tester les deux fonctions. Et voilà, tu l'appelles comme tu veux, avec aucun argument. Voilà, et là-dedans, tu vas écrire ton test, et juste avant cette fonction, tu rajoutes une annotation qui est ça. Comme tout à l'heure, un dérive, c'est ça? Si. Ah ouais.
C'est pas un dérive, c'est juste test. Oh là là. Et voilà, et ça dit juste que ça c'est un test. Et tu vois, il y a même, il y a même le bouton pour run le test. Et à l'intérieur du test, tu peux utiliser assert point d'exclamation et assert underscore EQ point d'exclamation pour faire des assertions d'égalité. Okay. Tu me répètes alors à ça, mais du coup, genre j'avais l'habitude des scribes, des hits, etc. Je sais pas trop comment tu découpes tes tests. Est-ce que c'est une fonction pour ce qui est l'équivalent de un hit en JavaScript? Comment tu découpes? Alors en vérité, c'est toi qui vois. Tu peux même, il y a un support pour avoir carrément un module entier pour les tests qui soit séparé de ton code. Ok. Mais là, comme c'est un petit exemple, on va juste faire avec ce truc-là. Et là, tout ce qu'on va faire ici, c'est plus ou moins ce que tu as fait dans le main, c'est-à-dire essayer de push et pop les valeurs, et ensuite vérifier que la liste elle a bien la valeur que tu veux, à laquelle on s'attend. Donc limite, je pourrais récupérer ça. D'abord, on teste le push, c'est ça? C'est ça. Et déjà, on peut tester juste après le new, et juste après le new, tu peux vérifier que ta liste elle vaut bien empty. Et du coup, si tu fais assert underscore EQ, okay. Que list point element lm est égal à c'est pas liste lm, c'est juste la liste elle-même. C'est la liste qui vaut empty. Ah oui. Oh. Ok. Et le deuxième test, ce serait un insert equal que list. Cette fois-ci, elle est égale à un list mort d'un int qui est 23, j'imagine. Du coup, une référence qui contient un nœud, donc c'est un nœud ici. C'est pas des parenthèses, le node c'est un struct. Voilà. Ouais. Qui contient un lm. Et voilà. Et tout ça dans un box. Non, je me trompe? Oui, probablement. Et du coup, box new alors. C'était en train de créer une valeur à comparer ici. D'accord. Donc c'est box new sans... Box de point new, entre parenthèses, ton node. Je suis pas content pour ce caractère magique. Il ne peut pas. Ok. Et du coup, la fonction, il y a juste... T'as oublié le point virgule à la fin, mais non, mais comme c'est la dernière fonction, on s'en fiche. Et on peut déjà tester avec ça, et après, il faut rajouter quelque chose. Et oui, voilà. Et alors, le truc, c'est que assertx, ce qu'il fait, c'est comparer pour l'égalité. Seulement, comment je sais comment comparer deux listes? Il faudra un trait pour ça, non? Il y a un trait pour ça, exactement, qui s'appelle... il y en a un pour la comparaison... pour les relations d'ordre, et il y en a un pour juste l'égalité. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles les relations d'ordre? Pour comparer, mettons, si avec l'infériorité et la supériorité. D'accord. Ce qui n'a pas de sens dans une liste, non? Si, ça a un sens? Pour la taille des listes? Pas vraiment ici. Non. Ok, d'accord. Ok, et du coup, ce que tu peux, c'est rajouter dans le derive de la liste le trait qui représente l'égalité, qui s'appelle EQ, E majuscule, Q minuscule. Ok. Voilà. Faut-il rajouter du coup le node aussi, il faut qu'il soit comparable pour l'égalité. Je mets une petite erreur de ça pour soumettre. La note comparable. Alors, qu'est-ce qui dit exactement l'erreur? L'erreur, pas le. Tu peux lancer Cargo pour avoir l'erreur en entier. D'accord. Ça va. Ah oui, c'est ça. Il te faut partial ec d'abord. Parce que voilà, il y a l'égalité partielle aussi. C'est pour représenter. Comment dire parce que certaines relations d'égalité ont certaines propriétés et d'autres non. Qu'est-ce que je voulais faire?
Et voilà, là, normalement il est content, et tu devrais pouvoir run ton test. Boum. Voilà, one pass, zero failed. Bon, et on beau, peut peut-être rajouter quelque chose pour le pop à l'intérieur du test aussi. Ouais. Donc là, on peut. Ce que j'aurais fait, c'est qu'on peut push un nouvel élément. Push une nouvelle valeur pour tester quand même. 67. Rajouter un pop derrière. Ah, et il a dit que c'est la vérifier. même chose, ouais. Et vérifier. Alors moi, est-ce qu'on peut pas vérifier que du coup 67 n'est pas la dernière valeur parce que ça fait du sens ou non? C'est trop. On peut, hein. On s'en fout. Okay. On peut peut-être juste vérifier que. D'ailleurs, il faudrait vérifier que pop renvoie la bonne valeur, oui, effectivement. On aurait let pop value ici. Donc, je vais faire un check que pop value 67. C'est bien 67 puisque là il n'y a plus d'histoire de pointeur de box de machin, on s'en fout, et je vais vérifier. Et en vérité c'est exactement le même assert voilà, que juste avant pour vérifier que la liste est toujours pareil. Ouais, du coup, pour ceux qui n'ont pas trop vu, mais du coup, si vous avez installé l'extension sur VS Code, vous cliquez sur Run Test et il run les tests pour vous. Bon là ça fail, mais en tout cas il n'y a pas. Alors là il nous dit. Ah oui, il y a un pattern de matching à faire, je pense, parce que soit ça renvoie un integer, soit... Oui, tout à fait, oui. Il faut que ce soit sum67 en vérité. Yes. Et du coup... D'ailleurs, pour lancer les tests, on peut juste faire cargo test, et ça marche aussi bien qu'avec l'extension VS Code. D'accord. Nice. C'est du tips. Alors du coup, il faudrait que pop value... Est-ce qu'il n'y a pas... Non, mais c'est ton 67, en vérité, c'est un sum67. Tu peux bien vérifier. Ah, d'accord, ok. C'est reparti. Voilà. C'est une petite question au passage. Du coup, c'est moi dans Rust que j'ai découvert ce truc d'avoir les tests juste à côté de ton code. Toi, au boulot, tu les utilisais ou pas, cette façon de faire là? Alors honnêtement j'ai fait les deux, ça dépend des projets. Ça peut être pas mal d'avoir les tests à côté du code pour les tests unitaires par exemple. Mais si tu as des tests d'intégration, en général ça vaut mieux d'avoir ça dans un module à part, comme ça tu peux avoir plusieurs scénarios les uns à côté des autres, tandis que là tu vas avoir juste des tests de base pour vérifier le comportement de tes fonctions. Ok. Et d'autres questions niveau convention de nommage et tout, vu que c'est les fonctions, un peu comme en Swift, j'ai l'impression du coup sur lesquelles tu te retrouves à écrire les tests. En général on met test devant, mais tu peux vraiment les appeler comme tu veux, hein. Tu peux avoir les structures que tu veux, et comme je t'ai dit, comme tu peux avoir un module spécial pour les tests, même à l'intérieur de tes modules, yes. Tu fais ça comme tu veux, c'est pas contraignant là-dessus. D'accord. Il va les trouver du moment qu'il y a la notation. Nice. Ok. Ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais pas comment tu veux la jouer après. Est-ce qu'il y avait d'autres méthodes à rajouter du coup encore? Il y a le drop effectivement pour ta liste. Ok. Donc la méthode drop, ça veut dire qu'on remet la liste à 0? C'est pas une méthode, c'est un trait. C'est un trait. Le trait drop, il est implémenté pour certains types, et en fait, ce qu'il représente, c'est un destructeur. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu vas détruire ta liste, et dans quel ordre, ici ça va être dans quel ordre est-ce que les éléments sont supprimés. Mais ce que ça fait, c'est ça va exécuter une fonction quand ta liste elle sera out of scope, quand plus personne la possédera et qu'elle sera détruite. Le problème ici, c'est que drop, l'implémentation automatique, elle est récursive. Et du coup, comme ta liste elle est comme ça, si tu as une liste avec suffisamment d'éléments, ça peut faire péter le stack. Parce que il va appeler drop sur chacun des éléments de la liste, les uns après les autres, de manière imbriquée comme ça, et c'est pas génial. Donc ce que tu veux, c'est écrire un drop pour la liste qui soit itératif. Et tu as déjà la syntaxe, mais ce qu'il te faut, c'est la bonne méthode. Ok. Et elle s'appelle drop aussi la méthode? C'est ce qu'il me dit en fait. Il me semble, oui. Tu veux peut-être le... Tu veux me dire un truc? Tu veux peut-être la signature de la fonction? Oh ouais, vas-y.
il va peut-être crier et me le dire, non? Simplement. Non, mais C'est-à-dire qu'il va dis-le-moi. peut-être râler si c'est pas la bonne, mais C'est un mute, il prend self il mute. c'est ça, il prend emit self et c'est tout. Il ne retourne rien. Ah non. Mais par contre, il n'y a pas besoin que ce soit public parce que toutes les Parce que fonctions c'est qui lui. sont à l'intérieur des traits, elles sont publiques. Ok. Voilà, et donc là, ce qu'on veut, nous, c'est drop tous les éléments de la liste, mais de manière itérative. Désolé, c'est que du coup, Ouais. si on fait cette technique-là, alors j'ai du mal à capter le pourquoi il va faire ça en background. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en train d'écrire drop de manière explicite, mais il est implémenté implicitement pour tous les types. Enfin, pas exactement, mais tu peux te le figurer comme ça. Ta D'accord. liste, quand elle va être détruite, il y a une fonction drop qui est appelée, qui va dropper récursivement tous les types qui sont à l'intérieur de ta liste. Mais du coup, comme il y a une liste à l'intérieur de ta liste, il va appeler le drop de manière récursive, et ensuite il va réappeler le drop de manière récursive, et ensuite il va réappeler le drop de manière récursive pour tous les éléments de ta liste. Ce qui fait que si ta liste a fait 10 000 éléments, tu vas avoir une récursion avec 10 000 fonctions imbriquées les unes dans les autres qui sont à chaque fois la même. Et ça fait péter le stack au bout d'un moment. Parce que ton environnement de fonction, il fait plus que 0. Ok. Et donc ce qu'on fait là, c'est une optimisation où pour éviter que ça pète le stack, on drop tous les éléments de la liste nous-mêmes à la main en faisant une boucle. Comme ça, il n'y a qu'une seule fonction qui est appelée. Ok. C'est encore un peu obscur, mais je vais te suivre dans la plème, je pense que ça va peut-être m'apparaître. C'est ni plus ni moins qu'un parcours de ta liste. Alors on va faire ça avec un while probablement. Jusqu'à ce que du coup... Il n'y a pas de parenthèse pour le while en Rust. Tu mets direct la valeur. Ah oui, d'accord. Par contre, Donc Pas il nous faut compris. peut-être une valeur avant, c'est effectivement. ça. Est-ce que la valeur, c'est que on va récupérer à chaque fois un nœud, c'est jusqu'à ce que le next soit empty, c'est ça? Non, je sais pas, c'est comme ça que Alors j'aurais faut fait. voir, il y a plusieurs manières dont on peut le faire en vérité. En vérité, le mieux c'est peut-être que on se serve du même replace ici. À chaque fois, du coup, on va récupérer la valeur d'avant, c'est ça? Bah, c'est pas ça, c'est on vole la tête de la liste, Et puis on met un empty dessus. on la remplace par un petit qui est simple à déallouer ça. Et ensuite, à l'intérieur de la liste qu'on a volée, on parcourt tous les éléments et à chaque fois on le vole et on le drop. Ouais. C'est pas très clair dans ma tête encore. C'est-à-dire que quand je vais récupérer la tête de la liste, je vais faire un même replace. C'est ça. Et Enfin, du coup- en fait, t'es à la tête de la liste, donc ta liste elle vaut un mort avec plein de trucs derrière. Mhm. Jusque là ça va. Ce que tu vas faire, c'est tu prends ton mort, tu le swaps avec un empty, et toi tu gardes le mort avec plein d'éléments. Ensuite, tu prends le premier élément, tu Encore le une fois. jettes, et tu gardes ce qu'il y avait dans la suite, et ensuite tu continues ta boucle, tu jettes, jusqu'à ce que tu aies jeté tous les éléments. Ok, mais ça implique bien qu'on stocke la dernière valeur en dehors du while, non? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, là, Ouais, tu c'est vas ça. commencer C'est à par ça que je faire pense. un let mute avec ton self. Cela dit, en vérité, il y a une manière encore plus simple de faire ce truc-là. Ouais. Parce que tu as déjà plus ou moins implémenté quelque chose qui permet de jeter la valeur, on est d'accord. On a déjà implémenté. Bah oui, il y a le pop. Bah voilà, bah, tu peux peut-être le faire avec ça. Donc, plutôt que d'utiliser le même replace. Bah oui, plutôt que de faire. En fait, Ouais. plutôt que de faire ce que fait le pop, tu peux juste pop toutes les valeurs les unes après les autres dans une boucle. Sachant que dans le pop, finalement, on a fait un même replace. Et qu'en plus, il gère pour nous le cas du est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ça. Et donc, c'est while tant que élément n'est pas égal à empty. Alors, du coup, ce que tu veux ici, c'est tant que c'est différent de empty, mais tu peux le faire avec un while let. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça en plus. Donc while let sum, du coup.
et rien. Alors en Rust, il y a plein d'endroits où tu peux mettre underscore et ça fait wildcard, c'est-à-dire que le pattern il marche quel que soit ce qu'il y a dans le underscore, c'est juste que tu le récupères pas. Ok. Donc ça par exemple, ça match tout ce qui est tous les sommes, quelle que soit la valeur à l'intérieur. Et Égal. là, on avait mis self. Est-ce que ce serait pas intelligent de faire un pop tout de suite? Mais c'est ça, voilà, tu vas faire self.pop et comme pop il renvoie une option, c'est pour ça que tu mets. Mais tu peux faire somme, et quand tu fais while let, il faut qu'il y ait un égal après, voilà, pour récupérer, pour qu'il puisse donner la valeur. Après le somme. While let égal. Ouais. Non. While let somme égal. Ici, voilà. Let somme égal. Voilà, c'est ça. Et là, tu mets la valeur, parce qu'en fait, c'est une déstructuration. Là, je suis toujours pas dans le while, c'est ça? T'es toujours pas dans le while. Mais il n'y aura rien dans le while, en fait, parce qu'on va jeter la valeur. C'est ça que tu pensais faire en fait. C'est ça, voilà. Et là, ce qui se passe, que je t'explique, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas super clair. Non, c'est clair. Mais c'est juste que non, ça va. Ça a du sens pour toi? Ouais, ça a du sens. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque tour de boucle, je vais récupérer dans le wildcard d'ici la valeur popée. C'est ça. C'est ça. Et c'est tout. C'est ça, voilà. Par contre, du coup, c'est un wildcard, donc c'est toutes les valeurs. Mais on n'est pas obligé de la nommer pour pouvoir... elle n'est pas nommée, mais du coup, t'en fais rien. Si elle n'est pas nommée et que tu as quand même récupéré cette valeur et que tu l'as sortie de ce qu'il y avait derrière, c'est bon. Elle va être droppée. On n'a rien à faire, du coup. Eh ben voilà, mais si, c'est ça, c'est bon, tu l'as écrit ton drop. Voilà. Parce que, ok. Cool. Par contre, ouais, et tu as une accolade entre eux. Et voilà. C'est beau, ça. Donc, on peut maintenant tester un nouveau truc, c'est que tu fais un list.drop. Alors, pour le tester, ce truc... Non, mais tu peux pas appeler le drop toi-même. Il est déjà appelé d'ailleurs, là, puisque ta liste, elle va sortir du scope. Donc, tu peux relancer les tests, mais pour pouvoir tester vraiment que ce drop, il marche mieux que le drop de base, il nous faudrait créer une énorme liste, et on va pas faire ça, là, parce que c'est un peu embêtant à faire. Par contre, on peut passer à un peu meilleur stack, parce que là, on a fait l'implémentation naïve. Mais si tu remets le type de la liste, que tu peux me montrer là. Voilà, donc le type de liste, c'est soit empty, soit mort avec une valeur à l'intérieur. Ça te rappelle rien? Bah si, ça rappelle... ça rappelle... C'est un option, on est d'accord. C'est un optionnel, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah voilà, c'est un option de box de nodes, ça. Voilà. Et donc, est-ce que je peux faire type liste est égal option box de nodes, c'est ça? Oui, si tu as un enum, du coup. Pub type liste égal. J'ai tout effacé. Type liste qui est égal à box. C'est option de box, du coup. Ouais. Effectivement, t'as raison. Bon, sauf qu'évidemment, tu peux pas faire des implémentations pour des types qui sont pas à toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une struct qui est autour de tout ce truc-là qu'on appellera liste. Et qui contiendra... Alors oui, il va crier parce que ça s'appelle pareil, mais du coup, on peut l'appeler autre chose. Alors, moi, je l'appelle link, par exemple. Non, mais la liste, hein, ce qu'il y a au-dessus. Ça s'appelle link? Ouais. Ok. Et à l'intérieur de ta liste, voilà, tu auras un link qui est un link. Alors attends, j'ai dû faire une bêtise quelque part, parce qu'il n'est pas... 1, 2, 1, 2... Enfin, tu peux l'appeler head même en fait, puisque c'est ça que ça représente. C'est vrai ici. Et oui, et alors normalement tu vas avoir des erreurs supplémentaires parce que... alors attends, keyword strike, oui, il te faut un point virgule. Ouais, voilà. Et là j'ai mes erreurs. Voilà, alors tu peux pas derive pour un type, hein. Par contre celui-là tu peux le mettre sur la liste directement. Ah, celui-là? Ouais, voilà, comme ça. Alors oui, quand tu vas créer une nouvelle liste, bah, du coup, c'est pas set.empty, c'est une liste qui contient... Non, c'est pas ça. Non. C'est une liste, oui, parce qu'on a changé ce que c'était une liste. Ouais. Du coup, une liste qui contient un node.
une liste qui contient none. Donc c'est list.head, self. Ah, ouais, c'est ça, ça va être self, entre accolades, head, none. Ok. Parce que c'est plus un enum cette fois-ci, mais c'est bien struct. Et ça a du sens, tu vois, c'est une liste où il n'y a pas de head, c'est ça. Ça fait du sens. Bah, du coup, je vais avoir ça un peu partout. Alors, et il se trouve que pour memory place, c'est une opération qui est tellement courante quand on manipule des options qu'il y a une méthode qui permet de faire ça qui s'appelle take. Tu peux peut-être même voir la documentation de option.take. Donc... Et tu vois, c'est peut-être presque plus intuitif pour une option parce que là, ce que ça fait, c'est que ça prend la valeur qui est à l'intérieur d'une option et ça remplace ça par none. Et... Ah, d'accord. C'est bon? Yep. Yes. Alors, self de head. Alors, ça plus à ce moment-là. Self de head.take. Yep. Et Alors, ça devrait être tout. C'est pourquoi il n'est pas content. Ouais, eh ben c'est normal. C'est parce que si tu retournes à l'intérieur d'une node, du type node, tu remontes. Ouais, il y a un list. Et c'est pas un list qu'on veut, c'est un link. Ouais, normalement ça devrait être bon si tu redescends. Ouais, lui il est pas content. Ça n'existe plus. Du coup, c'est un self de ça. Mais non, c'est un sum. C'est pas self que tu remplaces en fait, c'est ton head. Oui, donc ça, c'est un sum de ça. Et par contre ici, c'est un head, c'est ça? Yep, normalement ça devrait être bon. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Type std option 1 cannot be il n'y a pas besoin de référencer. Et donc cette fois-ci, c'est soit je tombe sur... Ouais, c'est plus empty, du coup c'est sum et none. Ouais. Puis du coup none, oui, c'est logique. C'est option none, du coup. Ah oui, parce que tu l'utilises en tant qu'enum, donc... Mais c'est obligatoire parce que tu pourrais avoir une autre enum. Ouais, forcément. Je sais pas pourquoi il écrit du coup. Parce que ce que tu es en train de matcher, c'est pas self, c'est self.head. Et donc là, j'ai un même replace qu'en fait je vais remplacer avec. C'est pareil, tu fais un take. Un take de v.next. Oh, il est pas content? Si, non. v.next.take, oui, c'est ça. Il me propose pas. Et c'est pas self que tu vas remplacer, du coup, c'est pareil, c'est le head. Self. Parce qu'avant, ouais, tu mettais tout dans le paquet, c'était un espèce de paquet dans lequel tu mettais tout. Tu pouvais avoir soit un truc, soit un autre. Et là, maintenant, il n'y a pas besoin de des références puisque tu es en train de modifier les éléments de table. Alors, cannot be represented as mutable. As V is not declared. Ah oui, devant ton V, là, il faut que tu mettes mute. Ref mute, pardon. Parce que ref mute. Ref espace mute. Pour qu'il en fasse une référence mutable, ce qui fait que tu vas prendre ce qu'il y a à l'intérieur de ton option avec une référence mutable et faire ça. Cela dit, comme ici ce qu'on fait, c'est quelque chose d'usuel encore une fois pour les options. Il y a mieux que ça. Il y a une méthode d'option qui s'appelle map et qui permet d'exécuter une fonction sur ton option, mais que s'il y a une valeur dedans, et sinon ça passe none à none. Ok, donc à la place de tout le pattern matching, c'est ça?
C'est ça, à la place de tout pattern matching, tu peux mettre ce qu'il y a à l'intérieur de option sum là. Tu peux mettre ça dans une lambda alors ça va être self.head.mapMut. Okay. Je vais l'écrire en dessus. Self.head, voilà, qui est ton option. Map. Tu fais map. Alors il y a map, mais il y a aussi. Alors normalement, il y a mapMut si on veut. Mais, non, peut-être que map ça marche. Je me souviens plus exactement de la documentation. On va essayer avec map déjà. Si voilà, c'est self, c'est un move en fait, donc map ça marche. Voilà, et là il faut que tu mettes un lambda. En V, c'est ça? Avec V, oui. Je suis plus très au fait des lambdas. Ah, non, juste comme ça, il n'y a pas besoin de la flèche. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, tu mets le même bloc avec le value, machin. 3 lignes là. Tu peux renvoyer value directement, il n'y a pas besoin de mettre sum. Parce qu'il va le rewrapper lui-même dans un sum s'il faut. Et voilà, normalement ça c'est le vrai. Il faut juste enlever le match. Beau match. Il reste des erreurs. Si faire un autre cas. Oui, il faut pas mettre le dernier point virgule parce que tu veux quand même renvoyer la valeur. Alors, cannot move out of self, be used behind a mutable reference. Bah, il faut pas préciser que V c'est une. Alors... Ah non, parce que c'était tout le but de pas faire ça justement. C'est ce que t'expliquais. C'était tout le but de pas faire ça. En gros. Ouais, mais ça c'est pas valide. Mais oui, c'était tout le but de pas faire ça. Attends. Ouais, non, bah sinon on peut garder le match, hein. Ça marche aussi. Il me semble qu'on peut faire ça plus simplement. Écoute, c'est au moins bien, ça fait une piste de réflexion et de recherche. Moi, ça me va très bien. Si, oui, voilà, c'est ça. Non, parce qu'en fait, c'est pas. Il faut que tu le. Non, garde le code précédent là. Oula. Ce qu'il faut, c'est logique, c'est parce que il faut que tu take ton head pour pouvoir map dessus. Ok. Non, du coup, ce code-là, en fait, avec mes CTRL Z, je l'ai plus, mais c'est pas très grave. Hein. On peut le réécrire. Du coup, c'était self.head, mais du coup, .take et .map. Head.take. Et du coup, voilà, tu le prends, et là, tu maps sur ce que tu as take. Non. Voilà, donc là, c'est... Il n'y a pas de somme. Et en fait, t'as juste à faire, t'as juste à faire self.head égale note.next puisque t'as take. Ton V là en fait il est take, donc tu fais juste v.next dans le head. Et tu renvoies v.lm, donc il n'y a même pas besoin de faire un let. Pas content. C'est V, pas value. Ok. Voilà. Et là, du coup, tu peux virer le commentaire et faire un coup de cargo FMT, histoire que ce soit tout propre. Bon, ça, mon code il est pas propre. Je plaisante, bien évidemment. Voilà. Bon, évidemment, il faut changer les tests, hein, parce que c'est plus pareil. Donc là, c'est une option pour none. Ouais, mais alors non, parce que ici, on va avoir un petit problème pour les tests, puisque c'est plus exactement la même chose. Ah oui, ce que ta liste te renvoie, c'est là ce que tu veux, c'est list.head. Ouais, c'est ça, mais ouais. Voilà. Mais il va se plaindre après parce que tu n'y as pas accès. C'est un élément de la liste et il n'est pas public. Par contre, ce que tu peux faire pour tes tests, c'est juste... Ça marche pas. Tu peux faire ça, mais c'est moche. Ok. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste tester l'interface de la liste et du coup faire plusieurs push et plusieurs pop et vérifier que les valeurs sont les mêmes. Et qu'elles sont dans le bon ordre. Et donc ça, je peux pas le vérifier? Si. Okay, Si, tu as juste à vérifier que si tu pop, eh ben, ça fait rien. J'ai juste à vérifier que si je pop... Bah, ta liste, elle est vide si quand tu pop, ça renvoie aucune valeur, on est d'accord. Oui.
voilà, tu as juste à faire list.pop et c'est none. Bon, bah, t'as pas besoin de option de point none, juste none ça marche. Et pourquoi tout à l'heure, dans le pattern matching, on en avait besoin? Parce que à l'intérieur du pattern matching, parfois tu le veux, mais normalement pour ces types-là, pour options spécifiquement, t'en as pas besoin. Même dans le pattern matching. D'accord, ok. Donc là, je push 23. Et du coup, il faut que je check, mais que j'ai pas list.head. Ce que tu peux faire, c'est pop 3 valeurs, push 3 valeurs, et ensuite pop 3 valeurs et vérifier que c'est les bonnes. Ouais, mais je peux le faire qu'une fois en fait. C'est bien de le faire plusieurs fois parce que comme ça tu récupères l'ordre aussi. Au cas où on serait planté, on aurait fait une file plutôt qu'un stack. Okay. Je vais faire un pop et je vais checker que j'ai bien un somme de 67. Voilà. Puis check bien que tu as un none à la fin aussi. Ouais, ok. On a un pop de 67, un pop de 34, un pop de 23 et un none. Hop. Voilà. Allez, run toi petit test. Paf. Parfait. Et bah voilà. Bon. Alors, c'est très bien tout ça, on a une bonne petite liste qui marche bien, mais c'est que pour des entiers, ce qui est un peu embêtant. On aimerait bien pouvoir la faire pour autre chose. Avec les génériques? C'est ça. Du coup, ta liste, ça deviendra une liste de T, mais avec des crochets, tu sais comment ça se fait. Alors, j'aurais dit... Commençons par la liste, et puis de toute façon, tu vas voir les erreurs qu'il faut quand tu remplaceras les types. Donc c'est une liste de T. Il faut que tu changes l'implémentation. Alors c'est l'implémentation d'une liste de T. Il faudra aussi le link. Seulement, il faut aussi que tu le mettes devant le impl parce que c'est une implémentation générique. Du coup, c'est un impl de T qui crée une liste de T. Okay. Et tu remarques que self, il marche toujours. Parce que self, maintenant, plutôt que de valoir liste, il faudra liste de T. Tu me dis que self marche toujours, mais self, c'est pas... On n'y fait rien sur self? Non, le self avec une majuscule. Celui dans New. Mais pourquoi il marcherait plus? Je comprends pas. Non, mais parce que tu vois, là, il vaut liste de T. Ah, d'accord, oui, tu veux dire... ok. Il devient générique. Bon, par contre, il faut que tu changes le type de link, évidemment. Hein, c'est link de T qui vaudra une option box node de T. Donc du coup, il va aussi falloir changer node. Exactement. Et donc on n'a plus de i32, mais on a un T. Et on a un link de T. Voilà. Et au passage, tu peux enlever le derive. Il va se plaindre, évidemment. Et tu peux enlever le derive pour l'égalité, le debug et mettre par select, parce qu'on s'en sert plus. Pareil sur la liste. Bon, okay. Et là, évidemment, l'argument que tu passais, c'était un i32, c'est pour ça. C'est plus un i32, c'est un T. Attends. Dans push. Ah oui, exactement. Push. Mais ça... ouais, ok. Option de T. Donc ça, c'est logique. For list. Donc, est-ce que je dois remettre T ici aussi sur un drop de T? C'est un T de drop pour une liste de T. Okay. Et ici, il fallait lui préciser peut-être... Tu peux plus afficher la liste du coup, donc tu peux enlever le println, c'est tout. Et ici, il faut pas lui préciser au moment du new... Eh non, c'est automatique. Ok, super. Et parce qu'en fait, ce qu'il voit, c'est que tu as créé... D'ailleurs, il y avait ça dans l'erreur, tu vois, il avait mis list integer, parce que, les valeurs que tu as utilisées dans la liste, elles sont déduites automatiquement comme étant des entiers, et donc il se doute que c'est une liste d'entiers. D'accord. Et tes tests, ils passent toujours? Ouais.
Et bah voilà, bravo, t'as une liste générique. C'était aussi simple que ça. Ok, c'est cool. Non, mais écoute, ça donne envie. Mais le premier truc que je ressens, c'est moi qui ai fait du coup, tu sais, beaucoup de JS, maintenant je fais un peu de Camel et j'ai aussi un peu touché à Rust, donc je voyais la complexité de toute la partie mémoire et tout. Mais ça donne envie parce qu'en fait, tu sens que tu peux aller vraiment, tu peux y aller en profondeur, quoi. Tu peux un peu toucher et maîtriser. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez cool, ne serait-ce qu'en exercice. Et le fait d'en avoir pas fait depuis longtemps et d'en refaire aussi avec toi là tout de suite, ça me motive à en refaire. Je pense c'est vrai que c'est le selling point de Rust, c'est que tu as le contrôle sur la mémoire comme si tu étais en C ou en C++, mais en même temps, tu as la désallocation automatique comme si tu étais avec un garbage collector, sauf qu'il n'y a pas de garbage collector, donc tu n'as pas de pause de temps en temps, et donc tu peux faire du temps réel sans trop de problème. C'est tout calculé à la compilation. Mais du coup, tu as bien pu voir, ça veut dire que tu as un système de type un peu compliqué, on n'a pas encore bricolé avec des lifetime, mais ça peut devenir assez compliqué après. Seulement... ça, c'est le point où quand j'ai été... C'est le point quand j'ai été dans la doc à l'époque, je me suis... La première fois, c'était tout ce qui est type pattern matching et tout, ça me parlait pas du tout. Quand j'ai refait une deuxième fois, je crois que... C'est vrai que si t'as jamais touché un langage fonctionnel, ça peut être déroutant au début. Ouais, mais du coup, après, j'ai... Par exemple, le fait de faire les implems, etc., avec les structs, ça m'a aidé quand je croisais d'autres langages ou même à structurer un peu ma pensée quand je voulais faire des modèles ou des interfaces. C'est un peu grâce à Rust que j'ai pris ça. Et la dernière fois où le dernier gap qui était chiant, c'était justement Lifetime Parameters, où j'avais un peu de mal à là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors après, il y a d'autres exos qu'on pourrait faire pour ça, mais il y a plein de ressources pour apprendre là-dessus. Je t'enverrai des liens à propos de ça que tu pourras mettre d'ailleurs. Yes. Notamment Rustlinks, qui est une série d'exercices qui permettent d'apprendre comme ça les features du langage en détail, y compris la gestion des lifetime. Et sinon, tu as le Rustbook qui est extrêmement complet avec tout ce qu'il faut. Honnêtement, si tu le lis de bout en bout, tu deviens expert sur le langage sans trop de problème. Yes. Est-ce qu'on peut te suivre ou suivre tes actus si tu poses des trucs ou pas du tout? On peut pas me suivre parce que j'ai pas de compte sur les réseaux sociaux, mais... Ok, d'accord. Ok. Bah si, le seul endroit où vous pouvez suivre, voilà, c'est sur ma chaîne. Sur ta chaîne. Voilà. Mais je serais curieux parce que je sais qu'il y avait d'autres exercices sur ça un peu plus complexes. Peut-être qu'on se refasse un de ces trucs, un de ces quatre. On pourra se faire une autre session, un de ces quatre, oui. Ouais, peut-être à la rentrée, si t'es chaud, et peut-être parler de Lifetime Parameters aussi, notamment. C'est un truc. Et moi, d'ici là, j'aurai peut-être le temps de bosser un peu dessus aussi. Et voilà. En tout cas, tous les liens que Jib a mentionnés, on va les mettre dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres questions sur Rust, vous pouvez les poser. Et si je dois aller embêter Jib pour lui poser des questions, je le ferai. Ouais, je répondrai. Ouais, c'est cool, merci à toi. T'as un mot de la fin à dire sur ceux qui peut-être qui veulent se lancer dans Rust ou qui ont envie de en faire en job full-time Ça peut faire un petit peu peur, mais honnêtement, même si vous avez jamais fait de programmation système, essayez le langage. C'est plus accessible que ça n'en a l'air, et il faut juste passer le cap de se battre un petit peu avec le compilateur, mais simplement en lisant les erreurs, on finit par s'en sortir toujours. Yes, ça je suis assez d'accord, parce que moi toutes les fois j'ai fait du Rust et j'étais tout seul. Alors j'allais pas aussi vite qu'avec toi, parce que tu déduisais les erreurs un peu plus vite que moi, t'avais un petit temps d'avance, mais... je me suis déjà battu en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est ça en fait. Mais moi toutes les fois où j'avais fait une API en Rust, classique, avec Rocket, et j'avais des erreurs à chaque fois, et donc tu prends le temps de lire l'erreur, tu vas un peu sur la doc, tu comprends, bah oui, ça renvoie un sum, toi tu renvoies l'int, bah ça peut pas marcher, et c'est à chaque fois... En fait, c'est à chaque fois logique, et tu remontes d'un cran comme ça, et puis en général, t'arrives à... Cela dit, le gros avantage en vérité, d'expérience pour avoir beaucoup bossé dans des langages comme C et compagnie, c'est qu'on passe une grande partie de temps à développer le programme, mais après aussi une grande partie de temps à débugger le programme. Et en Rust, on passe plus de temps à bosser, à faire le programme en lui-même pour qu'il soit correct et que ça passe le compilateur. Mais du coup, on évacue une grande partie du temps de debug parce que il y a des tas de bugs qui sont même plus possibles, notamment des race conditions ou des accès mémoire qui sont faux, ce genre de choses. Yes. Ça fait sens, ça fait clairement sens. Moi je pense que c'est un langage de ouf, en tout cas je kiffe en faire à chaque fois, j'ai vachement apprécié. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Pas de problème, puis, la prochaine fois du coup. Ouais, franchement je
pense que ce sera pour la saison 2 de Let Me Hack Better. On fera un deuxième épisode sur Rust. Parce que c'est cool de pas faire que du JS et de voir autre chose et de se heurter à une complexité un peu plus forte. Je pense que ça nous fait à chaque fois grandir. Moi, c'est le cas. Merci Jib. Et puis je te dis à très vite. Merci encore pour ton temps. Et puis, ciao. Moi, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a Zaki qui commence à se réveiller, donc je vais devoir vous laisser, quoi qu'il arrive. Je sais pas quoi vous dire. Moi, ça me sort totalement de ma zone de confort. Djibril, c'est un mec au taf avec qui j'aimais beaucoup parler quand on était dans la même équipe. Donc aujourd'hui, on a gardé ce contact-là et c'est hyper cool de pouvoir bosser avec lui sur ça, mais ça me pousse aussi du coup à sortir encore plus souvent de ma zone de confort. Je vois qu'il y a tout un tas de notions abstraites avec lesquelles je suis pas familière. Mais Rust, je pense que c'est un langage qui peut nous permettre de nous réconcilier avec cette couche plus bas niveau, cette couche mémoire-là. Donc si vous avez envie que sur cette chaîne, on puisse plus souvent faire des tutos sur ce genre de langage-là, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le but de cette chaîne pour moi, en fait, c'est de sortir de cette zone de ma zone de confort, d'aller apprendre des choses, et de pas forcément faire exactement ce que je fais au boulot. Et je suis sûr que pour vous, ça peut être la même chose. Donc moi, je vais toujours essayer d'aller faire des trucs un peu plus tricky, et plus on va passer dans le temps, plus je vais essayer de faire des trucs durs. Et j'espère que vous serez encore là pour, du coup, qu'on puisse faire ça ensemble. Du coup, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. J'ai déjà préparé le prochain épisode de Let Me Hack Better qui sera le dernier de la saison. Et je vais laisser quelques petits indices sur les réseaux sociaux dans les semaines prochaines pour qu'on puisse en parler ensemble. Bon, allez, ciao ciao. Peace.